Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Bring back our girls, ramenez-nous nos filles. Cela fait 2 ans tout juste qu'elles ont été enlevées par Boko Haram. Plus de 200 jeunes filles du lycée de Chibok dans l'état de Borno. 2 ans plus tard, comment se reconstruisent les habitants de cette région? Nos correspondants ont rencontré une jeune fille qui a échappé de justesse à l'enlèvement. La situation économique difficile au Burundi qui annonce une chute de ses recettes fiscales. De nombreux Burundais cherchent du travail de l'autre côté de la frontière au Congo. En cause, les violences qui secouent le pays, théâtre d'un nouvel assassinat d'une figure politique. Casser les stéréotypes sur le Kenya, faire voir aux Kenyans les beautés de leur pays. Avec cette exposition gratuite, des photographes kenyans du collectif Touch veulent reprendre en main l'image de leur pays. Et les photos sont vendues au profit d'une ONG qui lutte contre la faim. Enfin, une preuve de vie. 2 ans après l'enlèvement des lycéennes de Chibok, une vidéo a été diffusée par CNN. Les images auraient été filmées fin décembre. Ce sont les premières depuis près de 2 ans. Et s'il n'y a pas encore d'authentification officielle, certains parents ont d'ores et déjà confirmé qu'il s'agissait bien des lycéennes de Chibok. Écoutez. C'est vrai, ce sont les filles de Chibok. J'en ai reconnu quelques-unes, car on vient du même endroit. Alors je les ai reconnues. Ce sont les filles de Chibok, mais ma fille n'apparaît pas sur la vidéo. L'émotion donc des parents 2 ans après la prise d'otage. C'était le 14 avril 2014. Un commando de Boko Haram pénètre dans un établissement scolaire de Chibok pendant la nuit et enlève 276 jeunes filles. 57 vont réussir à s'échapper. 2 ans plus tard, des manifestations de soutien ont été organisées dans le pays. On retrouve tout de suite Moïse Gomis en direct de Lagos. Moïse, est-ce que les habitants de Lagos, à des milliers de kilomètres de là, se sentent concernés par cet enlèvement ? On ne peut pas dire que les Lagosiens se sentent concernés. La manifestation qui a lieu aujourd'hui à Ikeja, dans la capitale administrative, n'a pas attiré la foule. C'est essentiellement les membres du collectif Bring Back Our Girls, reconnaissables avec leur t-shirt rouge et cette silhouette noire et ce point d'interrogation qui étaient présents dans les rues de Ikeja. Et les gens vaquaient à leur occupation habituelle, allaient à l'école, faisaient leur business, comme on dit ici, et la vie continue un petit peu de façon paradoxale, alors que dans le Borno, c'est un petit peu plus compliqué. Dans l'état de Borno, justement, vous en parlez, il reste évidemment plus marqué, plus traumatisé. On va voir dans un instant le reportage que vous avez tourné là-bas. Comment vit la population dans ces localités toutes proches de Chibok ? Alors, on sent toujours une tension dans le Borno, puisqu'on va rappeler que si les principales localités sont libérées, les insurgés sont toujours présents en périphérie. La question de l'éducation est une question importante. Les garçons et les filles ne sont pas ensemble à l'intérieur des écoles, et les filles ne vont pas à l'école forcément. Et je vous propose d'ailleurs de regarder le reportage que nous avons tourné avec Rosie Collier à Maiduguri. Cette école est l'une des rares écoles gratuites de l'état du Borno. Mariam se reconstruit ici. Mariam est une ancienne élève du lycée de Chibok. En 2014, à quelques heures près, elle aurait pu être enlevée comme 276 de ses camarades. Je suis rentrée à la maison pour aller chercher à manger. J'étais censée être à l'école, mais autour de 22 h, les filles ont été kidnappées. Les ravisseurs sont partis avec toutes les filles. Et j'ai réalisé alors que ce serait difficile de rester à Chibok et que je ferais mieux d'aller chez ma tante, à Maiduguri. Cet établissement de Maiduguri propose des cours classiques et religieux. Il accueille beaucoup d'enfants vulnérables. Mariam y est inscrite depuis 1 an et demi. Nous avons pu l'accueillir car elle est orpheline et elle est aussi une déplacée interne. Et c'est le genre d'intervention que nous faisons en faveur de l'éducation des jeunes filles. La directrice du lycée de Chibok vit elle aussi à Maiduguri. Depuis la fermeture de son établissement, elle n'a pas retrouvé de poste. Difficile pour elle de tourner la page. Le seul lycée du village est fermé. Donc mes élèves restent chez eux. Je me sens mal. Que va-t-il se passer pour eux? C'est une génération sacrifiée. Comme Mariam, ces jeunes filles profitent de chaque moment dans cette école mixte.
Une exception dans le nord-est du Nigeria, où souvent les familles envoient en priorité les garçons à l'école. Un reportage donc réalisé par Moïse Gomis et Rosie Collier. Les préparatifs avancent au Soudan du Sud. À 4 jours de l'arrivée à Djouba du chef rebelle Riek Machar, nommé vice-président, les troupes gouvernementales, vous le voyez, sont cantonnées dans le cadre de l'application de l'accord de paix. À son retour à Djouba, programmé ce lundi, Riek Machar est censé former un gouvernement de transition avec Salva Kiir, le président, et mettre ainsi fin officiellement à 2 ans et demi de conflit. C'est la plus importante manifestation depuis plus de 10 ans au Zimbabwe. L'opposition a réussi à réunir plus de 2000 personnes dans les rues de Harare. Les manifestants ont défilé avec des slogans anti-Mugabe, le président qui dirige le pays d'une main de fer depuis 36 ans. L'opposant Morgan Tsvangirai demande à Robert Mugabe, le plus vieux chef d'État en exercice au monde, de quitter le pouvoir avec, je cite, dignité. Au Tchad, 4 figures de la société civile ont été condamnées à 4 mois de prison avec sursis et ont donc été libérées ce jeudi. Elles avaient été interpellées avant la présidentielle après avoir appelé à manifester contre le président Déby. Parmi ces personnalités, Mahamat Nour Ibedou ou encore Céline Narmadji, les leaders de la société civile ont décidé de faire appel. Écoutez les explications de leur avocate. La condamnation avec sursis fait peser sur ces responsables de la société civile une épée de Damoclès. Et qui plus est, cette décision leur interdit de tout acte subversif. Qu'est-ce que ça veut dire tout acte subversif? Vous savez que c'est des responsables d'associations, vous savez à quoi ils sont engagés et on leur interdit donc d'ouvrir la bouche, de parler tout simplement. Et un 5e leader de la société civile sera lui jugé dans les tout prochains jours. Au Burundi, on l'a appris aujourd'hui, un membre du parti au pouvoir, Phocas Bakaza, a été tué près de Bujumbura, la capitale, hier. Les assassinats politiques et les exactions se multiplient et font craindre que le pays ne sombre à nouveau dans le conflit. Économiquement, le pays s'enfonce. Les autorités annoncent une chute de 10% de leurs recettes fiscales en ce début d'année. De nombreux habitants vont au Congo voisin pour trouver du travail. Le récit de Nicolas Germain. Les eaux thermales de Rugombo au Burundi sont réputées. Mais depuis l'an dernier, les tensions entre Kigali et Bujumbura ont eu un impact sur le tourisme. Le Burundi accuse le Rwanda de soutenir des mouvements rebelles, ce que Kigali dément. Désormais, pendant 3 jours de suite, on peut ne voir aucun touriste rwandais. Et ça, c'est à cause de la détérioration des relations entre nos deux pays. Les échanges commerciaux avec le Rwanda ont chuté. Les habitants de Rugombo se tournent donc vers le Congo, juste de l'autre côté de la rivière Ruzizi. La crise au Burundi, qui est aussi économique, pousse certains à chercher un gagne-pain sur l'autre rive. On va travailler dans les champs de manioc des Congolais. On s'entend bien avec eux. Le mouvement n'est pas à sens unique. Les produits manufacturés comme les allumettes et le savon sont acheminés vers le Burundi. Les sacs de manioc et de riz arrivent eux au Congo. On n'a pas de problème avec le Burundi. Nous y passons, nous passons sans difficulté et nous nous préoccupons de ce que nous voulons au niveau de Rugombo. C'est donc l'une des répercussions de la crispation entre Kigali et Bujumbura. Elle a raffermi les liens entre Burundais et Congolais. Fini les images stéréotypées de l'Afrique et du Kenya. C'est l'objectif d'un collectif de photographes kenyans qui veut montrer des endroits méconnus ou oubliés et surtout les faire voir au plus grand nombre. Le récit de Salima Belhadj. Ces photographes du collectif One Touch ont parcouru le Kenya de long en large. Le but, que les Kenyans connaissent mieux leur pays. Et avec leur exposition gratuite, ils espèrent toucher un maximum de visiteurs. Nous en avons assez de voir des stéréotypes sur les Africains. On veut montrer des vainqueurs aussi. Alors certes, on montre aussi des conditions difficiles, mais ils ne baissent pas les bras, ils n'attendent pas une aide extérieure. Cette exposition a véritablement une portée éducative. Nous voulons que les étrangers changent leur perception de l'Afrique et du Kenya. Et nous voulons que les Kenyans se rendent compte que leur pays recèle plus de trésors qu'ils ne le croient. Et apparemment, le message est passé auprès des visiteurs. Les thèmes développés ici, on devrait les retrouver dans nos films. Ils devraient être davantage connus. Cette exposition permet vraiment au public de voir le Kenya autrement.
Les photos exposées sont en vente au prix de 100 $ chacune. Une partie des recettes sera reversée à l'ONG Hunger Free. Et on termine avec un hommage au journaliste algérien Noureddine Naït Mazi, décédé ce jeudi en France. Membre fondateur puis directeur du journal El Moudjahid du FNL, il est considéré comme le père des journalistes algériens. Un hommage national lui sera rendu, il va être inhumé au cimetière d'Alger. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur France 24.